wincing a bit. Yeah, he felt the goes down. That's bad news. For 3, got it to the championship. Ronin Mag. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ronin Mag. Je suis aujourd'hui avec Prince Aounala. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Donc, tu es originaire d'Aulnay-sous-Bois. C'est ça. On est là aujourd'hui dans un club que tu as créé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc mon club, c'est l'ASB et je propose pas mal de choses. Donc là où on est, c'est une nouvelle structure qui a été mise en place, l'espace Jules Verne. Et il y a un dojo où je propose des cours de MMA pour c'est les différents profils qui a Aulnay-sous-Bois. Ce que je fais, c'est que c'est pas simplement un club, c'est un club qui regroupe d'autres clubs. Donc tu peux venir et pratiquer le MMA avec moi, même si tu as un autre club. Par exemple, aujourd'hui, c'est sparring. Le samedi, c'est sparring. Donc il y a plein de mecs de plein de clubs qui viennent et ils tournent en pied-point et c'est pas mal pour eux, quoi. Tu as débuté ta carrière pro en 2012. Est-ce que tu peux juste te présenter un peu ta carrière rapidement? Donc j'ai commencé en 2012 les combats professionnels. Avant ça, j'avais rien fait. J'avais peut-être fait un ou deux cours de sambo, mais sinon j'avais jamais fait plus d'un mois de sport de combat. Donc j'ai commencé en 2011, j'ai fait une année amateur. 2012, j'ai commencé en professionnel avec les contenders. Donc ça s'est enchaîné très vite. La même année, je crois en 2012, j'ai fait 9 combats pro. Donc après, j'ai enchaîné. Au début, j'ai commencé, c'était vraiment en France, avec deux trois combats à l'étranger. Après, on va dire, au milieu de ma carrière, j'ai combattu beaucoup à l'étranger, dans les pays de l'Est. Et là, on va dire, je suis plus en fin de carrière. Ça y est, j'ai 33 ans. Et là, je suis revenu en France pour combattre à l'Hexagone MMA. Je suis devenu champion en poids lourd. Et maintenant, je suis signé au KSW, à l'Hexagone MMA et au Rexin. On va y revenir après sur le Rising parce que c'est très récent. Tu n'as pas encore combattu là-bas. Donc, le MMA, à l'époque, quand tu pratiquais, c'était interdit en France. En 2012, on va pas se mentir, personne ne parlait de ça. Donc, comment tu as découvert ce sport-là? Parce qu'on n'était pas beaucoup à connaître. Moi, j'ai découvert le MMA très très tôt. Déjà, j'ai découvert à l'époque où c'était le free fight. Et j'avais découvert ça en cassette. C'était un combat avec Royce Gracie et Pat Smith. Je me rappelle, j'étais en CM2. C'est un pote qui m'avait prêté la cassette. Et c'est là que j'ai découvert le MMA. Et donc après, toujours pareil, je regardais à l'époque sur YouTube les vidéos de Fedor quand le Pride il était vraiment à son top. Et après, j'ai continué à suivre le MMA quand ça passe, je sais pas si tu te rappelles, sur RTL 9. Exactement. Je crois que c'était le jeudi soir après le catch Après à le catch. 22 h ou 22 h 30, bref. Donc en fait, j'ai toujours regardé, toujours. Dès que j'ai pu, j'ai regardé. Tu as combattu au 100% fight pour commencer ta carrière. À l'époque, je crois que c'était la même époque que Francis Ngannou, je ne suis pas sûr. C'était juste avant lui. C'est juste avant lui. Donc lui, après, il a eu la carrière qu'il a eue. Est-ce que tu penses qu'il a eu un bon management après? Enfin, c'est pas qu'il a pas de talent, mais est-ce que le management t'a aidé? Je pense que c'est un peu de tout. Je pense que c'est beaucoup de détermination déjà, parce que maintenant qu'on sait le parcours qu'il a eu, en fait, dans sa tête, lui, il savait où il allait. Nous, on a commencé le MMA, c'était pas, on va dire, c'est, c'est- Pour le loisir à la base. ouais, pour le loisir, c'était un peu compliqué dans le sens où on n'avait pas maintenant, comme aujourd'hui, autant de connaissances dans le sens où si tu cherches un club, maintenant tu vas sur Google ou il y a des clubs partout. Mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de clubs, donc c'était compliqué, mais c'était pas vraiment un truc de fou de faire du MMA. Et lui, je pense que le parcours qu'il a eu, ça fait que en gros, il a tout enchaîné. Dans sa tête, il avait son objectif. Donc, quand il a commencé le MMA, c'était pas pour jouer, c'était pas pour loisir. Dans sa tête, c'était vraiment je veux réussir, je veux réussir. Et après, il y a sa génétique qui joue, il y a sa force physique, il y a son mental, il y a le management et la détermination, hein. Donc, lui, je pense que c'est plein de facteurs isolés qu'il a réussi à regrouper et qui ont fait que le mec, il est parti tout droit. Avant de commencer le MMA, il y en a beaucoup qui étaient impliqués dans des bagarres de rue. Est-ce que toi, tu as souvent été impliqué dans ces bagarres-là hors sport à la base? Oui. Je pense que c'est même ça qui m'a donné une base dans le sens où, quand je suis arrivé à mon club, j'avais pas la technique. Donc j'arrivais, en gros, je me battais, en fait, c'est de la bagarre. Et j'avais pas trop l'appréhension des coups. Donc, mais ça, c'est par rapport on va dire, à mon passé, dans le sens où, quand tu fais deux, trois bagarres à l'extérieur, où tu es souvent dans les conflits, au bout d'un moment, ça te développe quelque chose. Et j'avais pas peur des coups.
J'en voulais. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que je monte vite en pro. Est-ce que ça t'a calmé quand même de Bien faire ce sûr. sport-là? Bah, ça m'a. Mais en fait, quand tu fais que de te battre, par exemple, là, aujourd'hui, là, j'ai fait sparring à midi. Mais après, toute la journée, t'es détendu, en fait. Ça veut dire que moi, je sais que avant que je fasse du MMA, j'étais très impulsif. J'étais très, surtout à l'époque. J'ai commencé, j'avais 20 ans. Ça veut dire que à l'époque, c'était le mec qui te regarde un peu trop longtemps. Tu commences à te faire des films, tu vois, ça démarre vite. Et dès que j'ai commencé le MMA, ça y est, ça m'a vidé, en fait. J'ai tellement donné dans l'entraînement que, bah, après, quand tu sors de l'entraînement, tu veux plus. De toute façon, aujourd'hui, avec ta carrure, je ne vois pas qui va venir te chercher dans la rue. Bon, après, il y a des fous, mais bon. Il y a beaucoup de fous maintenant. En plus, moi, quand je regarde tes combats, je vois que tu es méthodique. Tes techniques, quand même, tu vas pas à la bagarre. Est-ce que quand tu as commencé, tu étais plus dans le style Benoît Saint-Denis, aller à la bagarre, prendre des coups, peu importe, ou quand même dans la méthode comme aujourd'hui? Non, quand j'ai commencé, c'était 100% bagarre, zéro technique. C'est-à-dire, je checkais le mec, je lui fonçais dessus. Je laissais beaucoup d'ouverture, mais j'avais tellement de rage, j'étais tellement explosif que ça m'a beaucoup facilité. Après, c'est quand je suis passé en pro que là, ça passait plus et que j'ai dû me réajuster. Mais après, le problème, c'est que j'étais plus technique debout. Mais les mecs, quand ils voyaient que j'étais bien posé debout, ils allaient me chercher en lutte, au sol. Donc, c'est dès que j'ai fait ma coupure et je suis revenu, c'est vraiment là que j'ai travaillé mon sol, ma lutte, mon striking. Et j'ai, entre guillemets, créé une petite formule qui me permet de gagner tous les rounds, de fatiguer le mec, mais tout en restant technique. J'ai bien analysé ton combat contre Ngazé, je sais plus si c'est comme ça que ça se prononce. Ouais. Donc là, tu étais Gazette. vraiment calme, méthodique. C'était quoi vraiment le game plan que tu avais vu avec ton coach? Bah, le game plan, c'était simple, hein. Je crois, il était à 120. Moi, j'étais peut-être à 100, 107. Donc ça fait 13 kilos d'écart, c'est énorme, surtout en poids lourd. Il est beaucoup plus puissant, physiquement il est plus dur, il était plus grand, plus d'allonge. Donc le game plan c'était de le fatiguer. Je pensais pas qu'il allait chercher la lutte, donc ça m'a surpris. Mais le game plan clairement c'était de le fatiguer, premier round, éviter les frappes, marquer des points, le ramener au sol dès que c'est possible. Mais vraiment le but c'était de le fatiguer parce que premier round quand il m'a attrapé contre la cage, il m'a serré. J'ai senti que si il reste dans cette forme-là, là, ou il m'en envoie une bonne, ben, j'allais dormir. Tu le sens quand le mec, c'est trop. Et j'ai réussi à le fatiguer, j'ai fatigué, j'ai tourné autour, je travaille de ça, puis au final, ça paye. Donc tu es classé numéro 2 des poids lourds France sur le site Boxmag, je crois. Juste derrière Cyril Gann. Je crois bien que c'est ça. Ouais. Il n'y a pas longtemps, tu as fait une interview où tu déclarais que pour toi, tu étais le meilleur poids lourd français. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses ou que tu revendiques toujours Bien sûr. Pour moi, Cyril Gann, c'est le meilleur poids lourd français dans le monde. dans le monde? Maintenant, si on enlève lui, on enlève de l'équation, en France, pour moi, c'est moi le meilleur. D'accord. En Parce termes de titres, en termes de parcours, en termes de combat, en termes de tout ce que tu veux, pour moi, c'est moi le meilleur. parce que c'est vrai que c'est toi qui as le plus d'expérience parce que tu combats quand même depuis 2011-2012. Donc ça fait quand même 13-14 ans. Alors tu es numéro 2 juste après, je crois qu'il y a Soufiane Boukishou. Et en quatrième, il y a Boulox. Après Boulox, il a battu Soufiane Boukishou, je crois, à Arès, Ouais, je ouais. sais plus quand, en juin dernier, en 2024. Après ce combat-là, Boulox avait dit que c'était lui le meilleur poids lourd. Tu penses pas qu'il faudrait que vous fassiez un combat pour savoir qui est vraiment le meilleur? Bien sûr, bien sûr. Nous, ce qui est bien, c'est que nous, on est d'une génération où personne s'esquive. Tu vois, maintenant, les gens, ils aiment bien choisir leur combat, ça crée une carrière, ceci, cela. Nous, on est d'une génération où on veut savoir c'est qui le meilleur. Donc lui, il veut savoir, moi, je veux savoir. Le problème, c'est que lui, il est à Arès, moi, je suis à l'Hexagone. Donc, c'est soit moi, je vais à l'Arès, soit lui, il va à l'Hexagone. Donc, il y a eu des pourparlers, et le combat, ben, je pense que tôt ou tard, il aura lieu. On s'est mis d'accord. Là, il y a eu la proposition du Rising, donc forcément, je pouvais pas refuser. Mais je pense qu'une fois que le Rising, ça sera mis de côté, ben, je reviendrai à l'Hexagone et je veux défendre ma ceinture face à lui. Donc Après, il comme faut ça, déjà qu'il c'est sorte ça. d'Arès. Parce que, à ce que j'ai compris, il veut rester que là-bas. Il ne veut pas aller voir d'autres organisations avant de signer à l'UFC. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Ouais, Après, je ne bah sais pas après, son s'il état vient pas, d'esprit. moi, j'irai le chercher, hein. Moi, je veux savoir. Comme ça, on s'affronte et on sait. Tout le monde veut savoir, j'ai l'impression. Tant mieux alors. Surtout que des poids lourds, il y en a, en France, il n'y en a vraiment pas beaucoup.
Il y en a eu beaucoup à une certaine époque. Mais aujourd'hui, on peut dire que si on enlève Cyril Gann, il n'y a que Boulox et toi, et peut-être Sofiane Boukishou. Je ne sais pas si j'en oublie, mais en tout cas, quand on parle de poids lourd, c'est à vous deux qu'on pense. Ah ouais, en fait, il y en a, mais la différence entre Sofiane Boukishou, Boulox et moi, c'est que nous, on a beaucoup de combats. C'est ça. Donc la plupart, c'est des jeunes poids lourds. En général, ça dépasse pas les 10 combats. Et nous, moi, je suis à 32, tu vois. Donc nous, 32. on a beaucoup de combats comparé à eux. On parlait de Cyril Gann, mais il a largement moins de combats que vous quand on y pense. Ah, bah après, Sergan, lui, c'est pareil. C'était un jeune poids lourd qui avait des aptitudes, pour moi, c'est des aptitudes extraordinaires. Quand tu regardes ses combats et tu connais un minimum le combat, bah, tu vois ce qu'il fait, c'est impressionnant. Et ouais, bah après lui, pareil, il a un bon management, le gars il en veut et ça monte vite. C'est ça qui est bien chez les poids lourds. Mais est-ce que tu penses qu'il peut prendre un spinal? Pour être franc. Compliqué, Ok. compliqué. Moi, Sergan, c'est un Français, donc forcément je le soutiens On soutient automatiquement. tous, bien sûr. Mais après Aspinal, de ce que j'ai vu, enfin même je pense de ce qu'on a tous vu, Exactement. c'est c'est- 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 c'est le même style en fait. C'est-à-dire il se déplace, il est rapide, il boxe, très technique, mais pour moi la force supplémentaire d'Aspinal, c'est il a une lutte et un sol. On n'a pas Donc, beaucoup vu, mais on n'a pas beaucoup apparemment, vu, mais à chaque le fois peu qu'on qu'on l'a a vu, vu, c'est vrai. voilà quoi, le mec il finissait vite. Et même debout, il finit très très vite. Donc après, Sergan, c'est un très grand stratège. Il a des bonnes aptitudes physiques, il se déplace bien, il a un bon fight IQ, donc à voir. Mais moi, je dirais Aspinal. Franchement, je dirais ouais, 60-40 pour Aspinal. Je vais me mouiller, mais je pense la même chose. Après, bien sûr, on espère Bien tous le sûr. contraire. Après, faut dire les choses. Donc là, tu m'as dit que tu viens de signer au Rising. Donc tu vas affronter un adversaire qu'on appelle Alexander Soldatkin. Je ne sais pas si je prononce bien. Est-ce que tu l'as analysé un peu? Ouais, j'ai analysé. Après, j'ai déjà affronté ce type d'adversaire, très costaud, qui frappe fort, qui reste très, très calme. En général, les mecs de l'Est, ils sont comme ça, ils sont très calmes. Quoi qu'il arrive, ils font face, ils restent calmes, ils restent sereins. Donc après, c'est pas. Sans lui manquer de respect, c'est pas le plus fort des mecs que j'ai affronté, mais ça reste un très bon adversaire, c'est un très bon challenge. Donc là, je suis en pleine prépa, ça se passe super bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et c'est qui le plus fort des combattants que tu as affrontés durant toute ta carrière? Euh, Le plus fort, enfin, le plus efficace, je dirais, c'est Carlos Vemola. Ça me dit quelque chose, lui. C'est un mec de l'Est. À l'époque, quand je l'ai affronté, il était numéro 1 en Europe et numéro 1 en République tchèque. Pour moi, c'était le plus efficace parce qu'il avait une formule. Bah, c'est un peu comme Khamzat. Tu sais qu'il va te ramener au sol et tu sais qu'il va essayer de te soumettre ou te finir. Et bah, lui, c'était la même chose. Il te checkait, mais sauf que lui, c'était moins technique, mais c'était une brute. Après, tu vois, Pays de l'Est, bah, ce mec-là, il était chargé, tout le monde sait, mais quand il t'a attrapé, il te ramenait au sol, c'était très très dur. Donc je dirais lui, vraiment efficace. Et pourquoi tu as choisi de signer au Rising? Bah, après, c'était. En fait, l'opportunité, elle arrivait toute seule. Donc on m'a contacté, on m'a dit oui, voilà, combat au Japon. J'ai dit Japon? C'est mort, je vais. Non, En plus, après, tu as déjà affronté un Japonais en plus, non? ouais, Ouais. bah justement, en fait, j'avais affronté Arato Hidetaka et le Rising, ils ont organisé un tournoi et il y a un des mecs du tournoi qui s'est blessé. Et eux, vu qu'ils avaient vu que j'avais affronté Arato, ils m'ont contacté en me disant qu'ils avaient bien aimé mon profil. Et est-ce que j'aimerais bien remplacer le mec pour le tournoi? Donc moi, forcément, bah, c'est une opportunité, c'est un nouveau challenge. C'est un pays que j'ai jamais fait et que j'ai envie de faire. Donc tout y est en fait. Je suis obligé de saisir l'opportunité. Est-ce qu'au niveau financier, il y a des différences avec des contrats que tu as pu avoir au KSW ou à l'Hexagone? Bah oui, forcément. Forcément, KSW, j'étais bien payé, Hexagone aussi, mais Rising, c'est un peu mieux, oui. Bon, je sais que c'est un peu tabou, mais est-ce que tu peux donner un peu une petite tranche, non? On va dire allez, entre 10 et 20 000. Voilà, c'est pas tous les combattants Sans français, la prime, sans la prime, juste le combat. c'est pas tous les combattants français qui ont l'occasion de toucher une somme à 5 chiffres.
Donc, est-ce que tu penses que c'est dû à la médiatisation du MMA récente, que les organisations se sont mis quand même à allonger les prix par rapport à l'époque? Bah oui, après, c'est parce que maintenant c'est vendeur le MMA. Ça passe à la télé, les, les- les jeunes, limite, moi, de ce que je vois dans on va dire, autour de moi, le MMA, c'est limite, bon, c'est pas comme le foot, mais On tu s'en sens que rapproche. quand il y a une bonne carte, l'engouement là, c'est similaire. Tout le monde en parle, tu vois. Donc, c'est normal qu'au bout d'un moment, ça y est. En fait, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que c'était connu dans le monde entier. Et en France, c'est comme ça, en gros, ça résistait, ça voulait pas, ça voulait pas. Mais dès que ça a explosé, boum, directement, on s'est calé sur ce qui se passait dans le monde. Donc, forcément, les gens, ils voient que ça, les gens, ils parlent que de ça. Donc, maintenant, c'est bien qu'en gros, on puisse être rémunéré, parce qu'à une certaine époque, moi, je me rappelle, hein, on combattait gratuitement. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à signer à l'UFC? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as déjà eu envie? Quand j'étais jeune, c'était ce qui me motivait. Mais maintenant, je suis arrivé à un stade de ma carrière où je pense que mon CV, c'est pas un CV que l'UFC recherche. Donc, je me vois plus finir dans une bonne organisation qui rémunère bien et qui me donne des challenges. Mais l'UFC, je pense pas. Je pense pas que ça arrivera un jour. Et c'est sans regret, j'ai une bonne carrière et je suis satisfait. Mais toi, de base, t'es un passionné ou tu fais ça juste pour l'argent? Parce Non, qu'il y en a beaucoup. bah, franchement, pour faire ça, pour combattre, à l'époque, moi, je combattais gratuit. C'est vrai. Donc, pendant des années, j'ai combattu gratuit. Donc c'est vraiment pas l'argent, c'est vraiment la passion. En fait, le MMA, faut vraiment le pratiquer pour comprendre. Et bah, c'est en fait le fait de toujours se dépasser. Après, même quand je faisais les cuttings, ça te met dans un mood où vraiment, Un poids lourd, je fais des cuttings parce que c'est très rare de voir les poids lourds qui en de font. base, j'étais en moins de 93. Ah, t'es en mode. Ah oui, c'est vrai, en effet. Donc j'ai moins de 93, j'ai fait ça pendant très très longtemps. Et bah, comme je te disais, les cuttings, bah, ça te met dans un mood où tu es obligé de puiser au fond de toi. Et ça te permet aussi, moi, les combats, la prépa, ça me permet d'avancer sur plein de choses dans ma vie par rapport à ce qui se passe dans ma tête et par rapport à comment je me sens. Donc en fait, tout est lié après. Le combat, le fait de progresser, le sparring, c'est vraiment la passion. C'est quel combattant qui t'a inspiré dans ta carrière quand tu as commencé, puis même toujours aujourd'hui? Le seul combattant qui m'a inspiré, mais vraiment depuis que je suis petit et ça bougera jamais, c'est Mike Tyson. Mais le Iron Mike Tyson, pas le Mike Tyson. Non, pas celui d'aujourd'hui qui a fait le Voilà, combat il n'y a pas longtemps contre Jake c'est Paul. ça. Moi, c'est le Iron Mike Tyson quand vraiment il était imprenable. Donc là, c'est boxe anglaise, mais au niveau du MMA. Mais après, au niveau du MMA, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Et c'est selon les périodes, mais à un moment, c'était vraiment. Bah, au début, c'était John Jones, Comme tout le monde, hein. comme tout le monde. Et avant ça, bah, c'était Fedor. Donc Fedor, John Jones. McGregor aussi m'a beaucoup inspiré. Tu vois, mais vraiment le McGregor Prime, hein. Avant qu'il commence à partir à la boxe anglaise, vraiment. Il y en a. Ouais, Georges Saint-Pierre aussi. La euh, base. Anderson Silva. Te dire un peu tous les GOAT. Tu les gouttes de l'époque, quoi. Ouais. Khabib. Et les John Jones, les Fedor, est-ce que c'est des gens que tu aurais bien voulu affronter oh, Ah, Fedor, non, parce que trop de respect. trop de respect? Ouais, c'est Trop de vrai, quand on a respect. beaucoup de Fedor, respect, on ne veut pas affronter. trop de respect. John Jones, non, parce que lui, c'est trop un sauvage, lui. C'est le genre de mec, tu l'affrontes, tu finis avec des blessures qui te suivent à vie. Non, ça c'est. Bon, après, Cyril Gane, il n'a pas trop de blessures. Ouais, Je pense pas qu'il y a trop de blessures à cause de John Jones. oui, mais je pense que si le combat il avait duré, C'est possible. ça aurait été compliqué. C'est possible. Mais justement, juste un petit aparté, John Jones contre Aspinall, tu vois qui? Moi, je dirais John Jones. Il y a Ah, le Non, John Jones, il y a le respect, on sait ce qu'il a fait et tout, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dirais Aspinal. moi aussi. Parce que je pense que John Jones, en fait, il a trop dominé. C'est comme pour tous les combattants, tu domines, mais au bout d'un moment, il y a des mecs qui arrivent et qui ont la dalle et qui veulent ce que toi, t'as. Donc lui, la passion qu'il avait, la dalle qu'il avait, au bout d'un moment, elle s'est soufflée. Parce que quand tu as fini le jeu, ça y est, c'est quoi qui va te Mm. motiver? Là, même s'il gagne contre Aspinal.
pour lui, concrètement, il n'y a rien. Il n'y a rien, C'est c'est pour ça vrai. qu'il négocie Mm. un gros salaire pour ce combat-là, parce qu'il a tout à perdre. Mais Aspinal, au contraire, s'il bat John Jones, avec la manière où il le met KO, ça y est. Je pense qu'il peut le mettre KO d'ailleurs. Moi aussi, je pense que je dirais Aspinal. Et en dehors du sport, est-ce que tu as t'as des hobbies, il y a des choses que tu fais à côté? Je coach. Après, moi, c'est vraiment, tu vois, Le sport, quoi. tout est autour du sport. Donc, je coach, je manage, Dans le sport aussi, dans les MMA? dans la Ok. MMA, ouais. Parce que vu que j'ai des élèves, ou j'ai des combattants, ou même j'ai des mecs de la horde ou quoi, des fois, je les mets sur des combats. Euh, je fais un peu de piano. Moi aussi d'ailleurs. Ah, Mm. C'est bien le piano. ça, c'est Mm. très très bien. Après, des trucs simples, hein, le cinéma, sortir, la famille, beaucoup la famille, les enfants. Alors juste, on n'a pas parlé de ton club formateur parce qu'aujourd'hui, tu donnes des cours, tu m'as dit, à Aulnay, Ouais. à l'endroit où on est. Même tu m'as dit aussi dans le 95 en off. Mais c'était où ton club formateur? De base, moi, j'ai commencé à Vitry, chez Mathieu Nicourt à la FFA. FFA, Free Fight Academy, C'est d'accord. ça. Donc, en fait, vraiment, c'est le seul club où j'ai été. Il n'y en avait pas de plus proche avant, vers Aulnay? Bah, comme je t'ai dit à l'époque, le plus proche, je crois, c'était à la Hatch, Aubervilliers, ou Mhm. peut-être la Snake Team à Épinay. Mais à l'époque, en fait, on ne savait pas. Ah oui, c'est vrai. Et moi, j'ai fini là-bas comment? Parce qu'il y avait un mec de mon quartier et il nous avait dit qu'il avait déjà fait du MMA à Vitry et que D'accord. c'était pas mal. Tu vois, donc, nous, comme on savait pas, on a dit, ouais, c'est quoi l'adresse? Boum, on est parti direct. Mais je m'en rappelle, à l'époque, je mettais 1 heure et demie facile pour aller là-bas. 1 heure et demie, voire 2 heures. Tu vois, C'est je vrai que c'est prenais loin. 2 bus, 2 RER. C'était une mission, même après pour rentrer tout de là-bas, c'était vraiment compliqué. Donc si j'avais eu connaissance d'un club plus proche, forcément je serais parti. Mais après, c'est un mal pour un bien, parce qu'au final, là-bas, ça s'est bien passé. Au final, je travaille toujours avec Mathieu Nicourt. Ah, tu travailles toujours avec lui, ne Ah dites pas ouais, en mauvais toujours. termes comme ceux qui... Non, 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 toujours, toujours. Parce que lui et moi, on a une relation, il me connaît, je le connais. Donc il sait que je suis relou. Moi, je sais que bah, il sait que je suis relou. Donc forcément, ça se passe bien et on se dit les choses, c'est important. Donc ouais, non, c'est FFA. Après, là, j'ai créé la Horde avec Rachid Metlouchi. Donc on va dire c'est une équipe de poids lourds. Pareil, d'un peu partout. On les regroupe et quand on les regroupe, on s'entraîne avec nous. Donc forcément, quand j'ai besoin de la lutte, je fais venir des lutteurs. Quand j'ai besoin des mecs du sol, je fais venir des mecs du sol. Quand j'ai besoin de striker, ben, j'ai des mecs du pied-point, j'ai des mecs de l'anglaise. Donc en fait, on a tout à disposition, on se retrouve, on s'entraîne. Donc je pense que ça, c'est mieux que si je m'entraîne dans un club où je tourne toujours avec les mêmes mecs, au bout d'un moment, je les connais par cœur. En général, dans les clubs, il y a quoi? Il y a 3 4 poids lourds. Alors que là, quand on se regroupe, on est des fois une vingtaine, des fois on est 30. Tu tournes avec qui exactement? Est-ce que tu peux me donner 3 noms avec qui tu tournes en France? 3 noms, bah, En tout cas, les meilleurs. on va Enfin, commencer pas par. forcément les meilleurs, Oui, mais enfin, tu m'as on va compris. commencer par Oumar Sy. Marseille, qui est à l'UFC. Ouais, qui a l'UFC. Après, Ronnie Bouzy, qui a combattu à l'ARES. Alexis Mayol. Yann Kwadja. Kevin Oumar, qui a combattu à l'UAE Warrior. Il y en a plein, en fait. Franchement, il y en a plein. Après, il y a beaucoup de mecs du pied-point. Il y a Fabrice Niedre qui est avec nous, très très fort. Franchement, il y en a plein. Alors, juste pour finir, en ce moment, il y a un débat sur les réseaux qui fait polémique. Donc, c'est Sangori versus un homme. Toi, tu Pas penses qu'il faut... sans homme contre un gorille? Ouais, ouais, c'est ouf. Ouais, j'allais dire Sangori, j'allais tuer l'homme, là. Combien de princes à Ounala il faudrait pour battre un gorille, selon toi? Mais déjà, moi, déjà, ce qui me tue, c'est que ça, c'est un débat. Je sais pas c'est qui a eu l'idée de ce débat, Moi mais c'est non un plus. débat de fou. C'est partout, hein, même aux États-Unis. Ouais, ouais, mais et après un gorille, ça dépend. Si tu prends un gorille, là, les gorilles qui mettent aux zoo, là, Mhm. je pense 50 Prince Onala, 50 princes. on peut le Ah, mettre bien. ça veut dire qu'il est vraiment balèze, le gorille. Ouais, bah, parce que déjà, il va mettre une droite, le gorille, il y a beaucoup de Prince Onala qui vont reculer. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais après, je pense que on va l'avoir. On va pas le lâcher, on va l'avoir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, prince? Bah, le meilleur, hein. Le meilleur. Après. Ton
on a dit que tu avais un combat, mais on n'a pas dit la date. C'est quand exactement? C'est le 14 juin. Ah, ben c'est très bientôt. C'est Ouais. dans plus d'un mois. Ouais. Et du coup, tu te prépares là, je suppose, en ce moment, tu es en Ouais, prépa ouais, et je me tout. prépare. Ouais. Bah, ce matin, je tournais avec les mecs de la Horde. Et non, je suis en prépa, ça se passe super bien. Franchement, là, j'attends juste que ça arrive. Ça. Est-ce que tu as des réseaux sur lesquels on peut te suivre? Bah, j'ai mon Snap, c'est Prixus avec deux I, donc P-R-2-I-X-U-S. Et j'ai mon Instagram, c'est Prince, après tiré du bas, le Prixus. Et bah, c'est les réseaux où je suis le plus principalement. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, ça fait plaisir.